Bienvenue dans Confidences d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout conseil en stratégie financière depuis près de 10 ans. Je dirige le cabinet Conseil, Finance et Transmission, cabinet de fusion-acquisition basé à Bordeaux. J'ai eu la chance, au cours de mon parcours, de rencontrer des centaines de chefs d'entreprise avec des histoires et des itinéraires incroyables. Et j'ai ressenti le besoin de créer ce podcast afin de pouvoir les mettre en lumière. Dans ce podcast, on désacralise le mythe de l'entrepreneur à succès. La vie d'un entrepreneur, c'est souvent des réussites et des moments de satisfaction, mais il ne faut pas oublier qu'aussi, chacun d'entre nous traverse parfois des moments de crainte ou de difficulté. Chaque mois, je vous plonge au cœur du récit d'un invité qui nous raconte son parcours à travers une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le contexte, la stratégie et la construction de cette opération, tout en se mettant dans la peau du dirigeant pour mieux saisir ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Daniel Duclos, directement au sein de sa ferme d'élevage de porcs noirs de Gascogne. En effet, Daniel est un personnage haut en couleur, avec un langage imagé, teinté d'un brin d'accent lot-et-garonnais. Dans sa vie, il a eu un parcours assez incroyable, de créateur de boîtes de nuit, puis de créateur de sociétés industrielles qu'il a revendu au numéro 2 mondial de son marché qui est américain, pour ensuite créer une société de services à qui il a fait faire un bond de 0 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans, tout en passant par la case cotation en bourse. À maintenant 62 ans, c'est un heureux éleveur de porcs noirs, apiculteur, restaurateur sur son domaine près de la ville d'Agen. En réalité, c'est la pré-retraite dont on a tous probablement rêvé. Nous allons revenir sur son parcours tout en faisant un zoom sur sa stratégie de développement, sa méthode de gestion parfois un peu extrême, sa vision de capitaine d'industrie et les quelques belles embûches traversées dans sa vie professionnelle, comme le fait de se faire virer de sa propre boîte par exemple. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici à la ferme de Périès. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour commencer s'il te plaît ? À me présenter, donc je m'appelle Daniel, j'ai 62 ans et quelques maintenant, ça commence à faire, et je suis né en 62, donc ça c'est pratique. Ensuite, moi j'ai un cursus scolaire où j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur arts et métiers. Déjà lorsque j'étais étudiant, j'avais envie de créer une entreprise. Je savais pas dans quel domaine, mais c'était mon truc. Et c'est vrai qu'aux arts et métiers, on a des fois des réunions avec des anciens élèves. Et j'avais eu l'occasion lors d'une réunion de parler de mon souhait de créer une entreprise et à un ancien. Et lui, il m'avait conseillé de d'abord travailler pendant 1 an ou 2 dans une PME pour voir un peu comment ça se passait avant de se jeter dans le grand bain. Donc ça, c'est ce conseil que j'ai entendu, c'est ce que j'ai fait. Donc en sortant de l'école... Peut-être tu peux nous expliquer les grandes étapes de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Tu as commencé comme... tu as monté une boîte de nuit, c'est ça ? Oui, alors, la boîte de nuit, c'était une sorte de projet de fin d'études qu'on a fait en commun avec un certain nombre de camarades de promotion. On s'est associé à 25 pour monter une boîte de nuit à Tonins, dans les années 80, donc c'était en 1986 exactement. Tonins dans le Lot-et-Garonne. Tonins en Lot-et-Garonne. On a passé tout l'été à travailler, à monter le projet ensemble, à fabriquer les fauteuils, on a mis aux normes, enfin fait tout le truc, et on a ouvert en septembre. Mais l'idée, c'était pas d'y travailler ou comme ça, c'était juste un projet en commun, on devait mettre un gérant et tout ça. Bon, après, ça s'est passé un peu différemment, mais c'était assez intéressant parce que ça a été finalement la première entreprise, oui, que j'avais créée. Tout juste diplômé, c'est ça ? Tout juste diplômé. Et alors en même temps, moi j'avais trouvé, j'avais fait acte de candidature spontanée donc dans des PME locales, dans le Grand Sud-Ouest, j'étais mobile potentiellement, et j'ai trouvé un job à Tonins, dans une boîte qui faisait de l'échafaudage. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette boîte, salarié, donc j'ai touché à pas mal de choses, j'ai appris la résistance des matériaux, réappris la résistance des matériaux avec un vieux de la vieille là qui savait faire. Et j'ai fait la connaissance dans cette entreprise de mon futur associé, qui était potentiellement intéressé pour créer une entreprise. Il avait 60 ans, j'en avais 26, donc on avait un grand écart d'âge. Mais lui, il souhaitait conserver un pied dans l'activité, et puis moi, ça m'allait de créer une entreprise. Et donc on a créé une entreprise à ce moment-là, en 1988, qu'on a appelé Delta System, pour concevoir et fabriquer des nacelles élévatrices. Ce qui à l'époque était très novateur. Et alors, juste à la fin de tes études, donc tu as créé la boîte de nuit. Est-ce que tu avais un objectif particulier, si ce n'est d'entreprendre ? Non, là c'était vraiment entreprendre et c'était faire un projet en commun pour pouvoir se retrouver avec des copains. Bon,
C'est là qu'on était peut-être un peu poète, quoi, parce que un business, c'est une entreprise, c'est pas une association pour s'amuser, quoi. Donc, en fait, comme j'étais le seul finalement qui était sur place, parce qu'après tout le monde est allé travailler un peu de partout, ça a un peu merdoyé un peu derrière. Le projet était bien monté, mais il était pas bien géré. Bon, bref, pour faire court là-dessus. Et donc moi, j'ai repris la gérance en plus de mon boulot, quoi, de la boîte de nuit. Donc je bossais la semaine et le week-end, j'étais dans la boîte de nuit. Donc j'ai passé 1 an et demi fatigué, quoi. À la fin, j'en pouvais plus. C'est là que j'ai aussi commencé à apprendre à travailler j'allais dire un peu le mental pour arriver à tenir le coup dans un univers entrepreneurial qui est quand même très difficile. Du coup, tu as décidé de fermer la boîte de nuit et de finalement te réorienter vers Delta Systems, c'est ça? Oui, alors j'étais déjà très orienté sur Delta Systems, mais j'ai décidé d'arrêter la boîte de nuit et qu'on a fermé, effectivement. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a reprise, et puis bon, après ça a fermé. Mais je dirais à un moment, il fallait accepter de jeter l'éponge parce que je pouvais pas tout faire. Quand je parle de gestion du mental aussi, c'est un peu une question un peu de développement personnel pour arriver à gérer le stress, à garder un esprit positif en dépit des emmerdements qui sont les nôtres, quoi, en tant qu'entrepreneur. Parce que justement, alors tu es Gadzar, tu es diplômé des arts et métiers, c'est plutôt prestigieux. Comment est-ce qu'un Gadzar se dit je vais ouvrir une boîte de nuit dans le Lot-et-Garonne? La boîte de nuit n'était pas mon projet professionnel, hein. C'était un projet loisir, parallèle. C'était un projet parallèle. Aux arts et métiers, on organise beaucoup de soirées. On fait le grand gala, on fait des soirées étudiantes et tout, donc c'était un peu plus dans cet esprit-là, quoi. C'était l'esprit de faire un projet associatif, bon, qui prenait la forme d'une petite entreprise, avec des copains pour pouvoir se retrouver, faire la fête et tout ça. C'était plutôt ça. C'était pas un projet industriel. La première entreprise industrielle, c'était vraiment Delta Systems. C'est ça qui m'intéressait plus. Donc tu as travaillé 2 ans en tant que salarié et au bout de 2 ans, tu es parti pour créer Delta Systems. Créer Delta Systems, absolument. Donc pour la conception d'un produit qu'on a appelé après le Toucan. J'ai mis au point un mât vertical, si vous voulez, qui permettait de lever une charge assez lourde, un peu comme un mât de chariot élévateur, mais adapté aux nacelles. Et on a adapté ça après sur une tourelle avec un bras. En fait, l'idée, c'était de pouvoir donner des points d'accès mécanisés dans les endroits encombrés au sein des usines ou des supermarchés. C'est-à-dire que les nacelles classiques, elles ont des gros empattements et des grands bras. On a fait une nacelle très compacte, qui fait moins d'1 mètre de large, qui peut aller, par exemple, si on imagine des allées de supermarché, on passe au milieu des gondoles, et puis on peut aller au-dessus des gondoles avec un dépôt en angle droit et se déplacer depuis le haut. Oui, c'est un bras qui fait un angle droit qui te permet de voyager en 2 dimensions. Grosso modo, ça permettait, avec une nacelle classique dans une usine encombrée, on va accéder à 30% des endroits, vous voyez, grosso modo, parce qu'on peut pas passer partout et tout. Avec cette nacelle-là, vu sa compacité et sa manœuvrabilité, on accédait à 90% des endroits. Donc, ça a été un bon succès. Comment, à 26 ans, tu as pu créer une entreprise industrielle? Je parle en termes de capitaux, en termes de compétences, en termes de soutien. Alors, ça, c'est vrai que c'était un sujet. Quand j'ai travaillé dans l'échafaudage, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Claude Allemann, qui est devenu mon associé. C'était un des actionnaires de cette boîte d'échafaudage qui s'appelait Select-Etem, qui a été repris depuis par Altrad, qui est plus connu, quoi. Et donc, c'est lui, quelque part, qui a amené les capitaux. Moi, j'ai amené l'énergie, lui, il a amené les capitaux. J'avais négocié un licenciement. Donc, je suis à l'époque resté 14 mois au chômage pour créer la boîte. Hein. Donc, je ne pesais pas salarialement parlant. Hein. Un cousin à moi qui a également fait la même démarche, donc il s'est associé avec nous. Et donc, on a travaillé sur la mise au point des machines pendant 1 an et demi, quasiment, sans rien vendre et tout ça au départ. Donc, c'est effectivement assez chaud. Je ne connaissais pas à l'époque les capitaux risqueurs, les trucs comme ça. Donc, on a fait un peu d'alimentaire. Hein. On a fait des machines spéciales, des motos à 5 pattes. On a fait des choses que personne ne voulait faire, qui nous ont permis de faire un peu de business et d'acquérir aussi du savoir-faire. Et ensuite, on a fini par sortir le Toucan, donc le produit de série, qui a très bien démarré et qu'on vendait tout en vente directe. Il n'y avait pas tellement de loueurs à l'époque. Hein. Tu avais développé la machine, et tu as fait une ligne d'assemblage, une fabrication, ligne de fabrication-assemblage. On faisait même la soudure. Ouais. On a d'ailleurs racheté une petite entreprise de chaudronnerie à l'époque qui était dans le coin, qui était notre sous-traitant, où la personne voulait partir à la retraite et on lui a racheté. Et puis finalement, après, ça a bien développé. Alors bon,
Je vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire parce que ça serait assez long. Mais finalement, ça a été un bon succès et il se trouve qu'après, en 1995, enfin 94-95, des Américains sont venus nous voir. Le numéro 3 mondial de la nacelle à l'époque, qui s'appelait Grove, sont venus. Et moi, je dis, des Américains à Tonins, Quesaco. Alors moi, ça m'inquiétait un peu au début parce que je me disais, tiens, ils vont nous copier et tout ça. Et en fait, pas du tout. Ils étaient très sympas et ils cherchaient, en fait, à améliorer leur présence en Europe et en France et tout ça. Et donc finalement, ils ont fini par racheter l'entreprise en novembre 95. Et l'entreprise faisait quelle taille à ce moment-là? Elle avait 7 ans? On était une petite centaine de personnes et on devait faire... alors en euros, parce que c'était en francs, on devait faire 12 ou 13 millions d'euros par là de chiffre d'affaires. En l'espace de 7 ans, à Tonins. Oui, à Tonins, ouais. Alors, un petit point important par rapport à Tonins, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Tu as toujours beaucoup entrepris ici localement pour que les gens puissent se rendre compte d'où est Tonins. Donc on est dans le Lot-et-Garonne, on est entre Marmande et Agen, donc entre Bordeaux et Toulouse. Voilà, moi je dirais plutôt entre Bordeaux et Toulouse, parce que ça situe bien. Ouais. En fait, Tonins, on est à 1 heure de Bordeaux, porte à porte, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive jamais. Mais si on est en milieu de journée, tout ça, ça va. Mais c'est un peu ça. Et on est aussi sur un axe autoroutier, sur l'axe Bordeaux-Toulouse, et on est sur un axe de train, qui est l'axe Bordeaux-Toulouse. Donc finalement, on n'est pas isolé. Oui, mais Tonins, c'est une commune de 10 000 habitants. Oui. Toi, tu avais déjà 100 salariés. Alors, 10 000 habitants en 2023. Donc, je sais pas combien il y en avait. C'est à peu près toujours pareil. Donc, déjà, quand tu as 100 salariés, tu as quand même une grande partie de la population qui est mobilisée. Alors, ils viennent des bleds aux alentours. Non, parce que ça, on draine quand même alentour. Je dirais que Tonins bénéficiait d'un certain tissu industriel quand même, a toujours bénéficié d'un certain tissu industriel. Il y avait plusieurs PME, une qui faisait des portes isoplanes, du lamellé-collé, du béton précontraint. Il y avait la Seita, historiquement, le tabac, là, qui a été un très gros employeur, qui maintenant est complètement disparu, mais qui était encore ouvert quand j'y étais. Et le fait d'être au centre du département sur un axe fait qu'on bénéficie d'une zone de chalandise. On n'a pas eu de problème à trouver les gens, en fait. D'accord. Et il y a aussi un certain nombre de formations de mécanique agricole, et il se trouve que la mécanique agricole était très adaptée pour les monteurs et les soudeurs dont on avait besoin. Donc, s'il y avait eu besoin de 1000 personnes, c'était peut-être un poil plus compliqué, mais là, on n'a pas eu de soucis. Le seul truc qu'il pouvait y avoir des fois, c'était pour les cadres supérieurs qui venaient de Paris ou d'ailleurs, quoi, vous voyez, ou de Bordeaux. Il y avait des fois une problématique de logement parce que quand vous faites une période d'essai, il vous faut trouver un logement. Il y a l'autre logement ou la femme qui n'a pas encore déménagé et tout ça. Donc moi, j'avais pris quelques logements pour pouvoir loger les gens en période d'essai, les cadres et tout ça, quoi. On avait fait ça. Mais sinon, ça s'est pas trop mal passé. On a trouvé justement des gens de qualité qui des fois veulent quitter justement les grandes villes et trouvent pas forcément d'opportunités intéressantes. Ils viennent peut-être plus pour le projet que simplement, je parle du cadre lambda qui débarque à Bordeaux, qui cherche un boulot. Il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux. Il faut le projet bien sûr, et les compétences, mais aussi l'envie de vivre en zone, on va dire périurbaine, en sachant que en n'étant pas loin de Bordeaux, moi je trouvais pas mal d'avantages à ça, parce que l'immobilier du coup est moins cher ici, autant d'entreprises que privées, et finalement, moi quand j'ai besoin d'aller à Paris, je suis à 3 heures de Paris finalement. Si le projet, là depuis Tonins, on a vendu ces machines, et là c'est tout quand on les a vendues dans le monde entier, quoi. Et ça n'a pas été une problématique particulière? Non, et les gens sont venus, j'ai reçu ici des Australiens, des Japonais, bien sûr des Américains, les Européens, mais on a vraiment vendu de partout. Donc finalement ça allait bien. Pour en revenir aux Américains, donc ils débarquent pour prendre des renseignements, finalement ils te font une offre. Comment est-ce que tu réagis toi devant cette offre? Bon, on n'a pas fait une offre de suite, nous déjà on n'était pas vendeurs, donc ça c'est plus c'est plus sympa. Donc on a posé nos conditions, et ils ont racheté un bon prix. À l'époque, on a vendu, c'est en euros, 6 millions d'euros la boîte. D'accord. Et toi, tu étais majoritaire, minoritaire? Non, moi j'étais minoritaire. C'était monsieur Allman, Claude Allman, qui était majoritaire. Mais bon, donc moi j'ai touché net d'impôts un peu plus d'1 million d'euros. Donc à l'époque, c'était très très bien. Et tu avais 31 ans, 32 ans? Et j'avais en 95, j'avais 34 ans. 33 ans. 33 ans, ouais, 33 ans. Et là, tu as 1 million d'euros net sur le compte? Oui, mais ça, moi, je m'en foutais un peu. C'était, moi, pour miser, quoi. J'avais pas l'âge de prendre la retraite.
Alors, il se trouve que moi, déjà, quand j'ai vendu, je suis resté PDG salarié de la boîte pendant 2 ans. J'aurais pu rester plus longtemps, mais je suis resté 2 ans parce que, en fait... C'était à leur demande ou à ta demande? À leur demande et ma demande, c'était prévu comme ça, hein, que je puisse assurer la continuité. Donc moi, j'ai travaillé vraiment avec eux, avec le numéro 2 du groupe, qui était le numéro 1 de la nacelle. Je suis allé vendre les produits dans le monde entier. Donc je suis allé promouvoir le toucan au Japon. J'ai fait 5 voyages au Japon, j'ai appris un peu le japonais, en Australie, à Taïwan, en Corée, bien sûr en Allemagne et aux États-Unis. Et finalement, c'était très sympa. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai pu voir les loueurs aussi dans le monde entier. À l'époque, il y avait 30 fois moins de machines par habitant en France qu'aux États-Unis. Vous voyez, c'était colossal. Il n'y avait rien en France. Il y avait en tout peut-être 7 ou 800 machines automotrices en France, vous voyez, là où il y en a aujourd'hui 45 à 50 000 pour vous situer. Donc c'était très peu développé et essentiellement parce que le marché européen était à l'époque atomisé, parce que chaque pays avait sa réglementation. Jusqu'à l'an 2000 à peu près, ou 2001, où il y a eu le CE de type qui est apparu. Ça c'est très important, chaque pays avait sa réglementation. Alors qu'aux États-Unis, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient qu'une seule réglementation. Vous voyez ? Donc nous, comme le produit a été créé aux États-Unis, les Américains ne s'intéressaient pas au marché européen parce que c'était trop petit. Pour les vendre, ils vendaient les machines par milliers à leurs gros loueurs. Vous voyez, pour vous situer, United Rentals, en 1995, avait déjà 45 000 nacelles. Le plus gros loueur en France, il en avait 300. Vous voyez ? Il y avait en tout 1000 machines en France. Le plus gros loueur aux États-Unis, il en avait 45 000. Aujourd'hui, il en a 80 000. Et c'était fou. C'était impensable même, tellement c'était peu développé chez nous. Et ça, essentiellement, parce qu'il y avait des réglementations par pays. Donc du coup, il y avait des gugus qui importaient les machines au standard américain, qui les modifiaient chez eux en bricolant pour les mettre au standard français. Et ils les vendaient 2 à 3 fois le prix, quoi. Donc ça coûtait très cher, les nacelles, donc c'était peu développé. Et les loueurs qui louaient très très cher par rapport au prix qui se pratiquait aux États-Unis et qui faisaient des boîtes très rentables. Mais du coup, au lieu d'en louer 1000, ils en louaient 2, quoi. Et moi, ça m'a donné l'idée petit à petit de créer un loueur, de créer le United Rentals d'Europe, en toute humilité, quoi. Hein ? Donc 97, tu te lances dans Access Industries. Alors 97, voilà, j'ai quitté Grove parce que de toute façon, en plus, c'était une très grosse boîte de 6000 personnes et c'était hyper procédurier, c'est-à-dire on pouvait plus bouger une oreille sans qu'il y ait 18 signatures au-dessus. Moi, je trouvais ça très lourd. Il y avait des procédures à la con aussi, enfin que j'appelle ça, moi, comme ça, parce que, par exemple, je vous donne un exemple qui, moi, me faisait pousser du muguet sur les ongles. Vous deviez embaucher quelqu'un à 3 000 euros. Vous aviez au budget quelqu'un à embaucher à 3 000 euros par mois. Pas de problème, c'était validé. Vous embauchez un gars de l'extérieur à 3 000 euros, 0 problème. Mais si vous en avez un dans la boîte à 2 000 et à qui vous voulez passer le poste à 3 000, c'est pas possible. Vous voyez ? D'accord. Et ça, je trouvais ça complètement con. Vous voyez ? Bon, bref, c'est un exemple, hein. Donc, il y avait aussi tout un système de forecast. Il fallait faire les prévisions des ventes pour 5 ans de tout ce qu'on allait vendre, produit par produit, pays par pays. Moi, je savais pas ce que j'allais vendre le mois suivant. Bon, je remplissais les forecasts quand même, hein, mais bon. Et après, il fallait expliquer pourquoi il y avait des différences. Ce qui fait que dans le monde de Grove, dans l'autre partie des boîtes, les vendeurs, ils faisaient des prévisions très prudentes. Vous voyez, et en 3 mois d'activité, ils avaient fait quasiment leurs prévisions. Et après, ils disaient, ça y est, moi j'ai fini mon année, quoi. Ouais, c'est complètement contre-productif. Ouais, et puis ils passaient la moitié de leur temps, au lieu de vendre, la moitié de leur temps à remplir les formulaires de prévision et d'explication et tout ça. Donc moi j'ai fait un peu interface pour que moi les vendeurs vendent, quoi. Hein, voilà. Ok. Mais bon, c'était un peu l'idée. Donc moi je m'emmerdais un peu dans cette grosse boîte et donc je suis parti en 97 pour créer Accès Industries. Toujours dans le Lot-et-Garonne. Toujours le siège, toujours en Lot-et-Garonne. Pour faire de la location. Parce qu'il faut dire aussi que, du temps de Delta System, notre produit, le Toucan, qui se vendait très bien aux utilisateurs finaux, dans les usines ou au supermarché, les loueurs n'en voulaient pas. Il y avait quelques loueurs qui commençaient, vous voyez, les Loxam existaient, qui louent tout ça, mais ils avaient peu de nacelles. Et ils disaient, le Toucan, ça se louera pas, c'est trop cher, et patati patata. Ça vaut à peu près 2 fois le prix d'une plateforme à ciseaux de même hauteur. Hein. Sauf que, un ciseau, vous allez faire 20% d'accès dans une usine, avec le Toucan, on va faire 85. Et nous, on se disait, mais c'est pas possible, vu qu'on le vend, il doit pouvoir se louer. Et comme les loueurs ne voulaient pas y aller, on a créé Delta Buy, pour Delta System, Delta Buy, pour louer du Toucan, pour ouvrir le marché de location du Toucan. Et on a mis une 40aine de machines sur Paris avec 2 personnes. Et quand les Américains ont racheté Delta System, ils n'ont pas voulu racheter Delta Buy, parce qu'ils ont dit, nous, on est fabricants, on veut pas être en concurrence avec les loueurs. Aux États-Unis, c'était comme ça, et même en France aujourd'hui, hein.
Donc, on veut pas racheter Delta Bay. Donc, il le valorisait de toute façon à zéro parce que c'était surtout de la dette. Et donc, on a gardé Delta Bay. Et comme il a fallu le rebaptiser parce que le nom de Delta avait été vendu, je dis merde, comment on le rebaptise, comment on va l'appeler? On fait de l'accès industriel, puisque on a un produit pour l'accès industriel. Donc, allez, accès industrie, ou access industrie avec la liaison. Mais en français, c'est accès industrie. On dit pas j'ai un access à mon garage. Voilà. Plein de gens l'appellent access à cause du logiciel, et c'est un anglicisme. On l'a rebaptisé accès industrie, mais comme ça, quoi, parce qu'il fallait très vite le positionner. Du coup, tu passes de fabricant-vendeur à loueur. À loueur, mais d'abord il y avait les deux, parce que moi, les 2 ans où j'étais salarié chez Grove, Accès Industrie existait, mais c'était un peu, ça roupillait un petit peu, quoi. Et c'est quand je suis parti en 97 qu'on a vraiment décidé de développer. Et là, tu pars seul, avec d'autres associés, comment ça marche? Il y avait toujours Claude Allemand avec moi et Thierry Zerbato, qui étaient toujours associés. Okay. Donc on est parti, et là on a attaqué le marché en tenant compte de ce que je savais, moi, du potentiel de ce marché. Hein. Et on a travaillé l'éducation. C'est-à-dire là où les loueurs existants se partageaient les clients existants, il y avait un peu, un peu cartélisé le petit marché que ça faisait, quoi, vous voyez. Pour vous situer, un ciseau électrique, une plateforme électrique, ce qui est l'appareil de base, qui monte vertical, qui fait des X là, pour monter. Ça vaut à l'achat à peu près dans les 10 000 euros. Alors peut-être qu'à l'époque, ça valait 12 ou 13 000 euros. Ben, enfin, Lève, qui était à l'époque le plus gros loueur français qui faisait partie du groupe Fréquin, louait ça à 200 euros par jour. D'accord, 200 euros par jour. C'est extrêmement rentable. En 3 mois de location, vous payez la machine. Sauf que pour le gars qui paie 200 euros par jour, c'est pas très rentable et il garde un peu son échafaudage ou son échelle. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui se louait 25 euros par jour. Ah ouais. Et de façon extrêmement rentable. Vous voyez, on crée un EBITDA supérieur à 50% du chiffre d'affaires. Donc moi, je savais ça. J'avais vu ces prix-là. Et nous, on s'est dit, on va pas, non pas casser les prix, mais on va se mettre à un prix qui est raisonnable par rapport au marché, qui va permettre de développer le marché. Et nous, on a fait de l'éducation sur les marchés, c'est-à-dire nos vendeurs, ils allaient sur les chantiers, ils expliquaient aux gens, écoutez, essayez une nacelle, prenez-la un jour ou 2, et puis si ça vous va, ça vous ira. Parce qu'il faut savoir que la nacelle a un facteur de productivité de 7. C'est-à-dire que si vous utilisez une nacelle par rapport à un échafaudage, vous divisez par 7 le temps d'intervention. D'accord. Donc c'est très important. Donc le coût humain. Le coût humain, qui est quand même très important. Je me permets de préciser juste une chose, tu as parlé d'EBITDA tout à l'heure, c'est l'équivalent à peu près de l'EBE en français, excédent brut d'exploitation. C'est le résultat économique qui est en fait entre ton chiffre d'affaires moins tes charges d'exploitation, c'est ta rentabilité avant les amortissements et les impôts. Oui. Voilà, je me permets de préciser pour ceux qui n'ont pas cette information. Oui, alors c'est ça qui permet de valoriser les entreprises. Alors ce qui est intéressant dans la nacelle, c'est que, et ça aussi c'était quelque chose qu'on a apporté avec Accès Industrie, parce que c'était pas du tout intégré dans le marché à l'époque, c'est la durée de vie des produits. Moi j'ai vu aux États-Unis des machines qui avaient 30 ans qui étaient toujours en service. Donc à l'époque, les gens amortissaient sur 5 ans les machines. Mais les produits de qualité, ils durent 15 à 20 ans. Donc ça veut dire que c'est un peu comme de l'immobilier finalement. Vous avez des machines qui ont une très longue durée de vie. Et donc, les EBITDA, enfin, le cash flow généré, si vous voulez, on peut le résumer, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les frais généraux. C'est la trésorerie qui est générée par ton activité. Par l'activité, c'est ce qui sert à payer les machines. C'est un bon indicateur parce que selon que les gens soient très bien capitalisés ou sous-capitalisés, ils vont avoir grosso modo le même EBITDA. Donc, c'est un indicateur intéressant, en tout cas pour ce métier. Donc, Accès Industrie, en 97, en l'espace de 5 ans, vous êtes passé de 0 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires? À 50. En 5 ans, on est passé de 0 à 50 millions d'euros. Comment vous avez géré cette hypercroissance? Alors, c'était start-up absolu. Hein. À l'époque, mon MBA, moi, n'était pas complet. Hein. J'avais fait l'IAE, j'avais fait quelques formations, mais on apprend beaucoup sur le tas, quoi. Moi, j'avais 2 cases dans mon MBA. J'avais cash, donc trésorerie et rentabilité. Le bilan, pour moi, c'était une vue de l'esprit, quoi. Hein, le ratio dette sur fonds propres. Bon. Et donc, du coup, il faut savoir qu'à l'époque, les constructeurs finançaient les loueurs à l'étranger. Au Japon, aux États-Unis, les constructeurs fournissaient les financements pour les machines. Donc, nous, les premiers 10-15 millions d'euros de dette, on les a levés sur notre bonne mine, on va dire. Mais après, on était un peu au taquet. Et là, les Américains, et d'ailleurs les Français, enfin Olotte, qui était le Français, a fonctionné aussi, savaient qu'on était dans le vrai. On était le seul loueur en France et un des seuls en Europe
qui connaissait le business. Il me connaissait d'ailleurs, puisque j'avais été fabricant, donc il connaissait le produit et tout ça. Et donc, on avait cette crédibilité du message en disant, attendez, on veut, nous, développer le marché de la location en France. Et d'ailleurs, on a eu raison, puisqu'il s'est développé. Et du coup, on leur a dit, mais nous, on n'a pas le sou pour le faire. Ils nous ont proposé, eux, des financements. Et on a commencé avec du financement constructeur. Alors, léger au début, et puis de plus en plus important. Et un beau jour, il y a Génie, qui était le numéro 2 mondial, challenger de JLG, qui était le numéro 1 mondial, qui est venu me voir, enfin, on s'est rencontrés, il me dit, voilà, Daniel, on est très content de ce que vous faites. Maintenant, on voudrait faire encore plus. On voudrait vous fournir pour 200 millions d'euros de machines. Alors, moi, j'en avais pour 40, à l'époque. 200 millions d'euros de machines, vous les financez, mais on veut l'exclusivité avec vous. Bon, là, c'était à Seattle. J'étais allé les voir à Seattle. Donc, moi, je suis revenu, j'ai fait mes calculs, et je suis revenu vers eux en disant, écoutez, moi, je ne veux pas l'exclusivité, parce que je veux 2 pieds. Donc, je peux vous accorder la moitié de 200, c'est-à-dire 100 millions d'euros. Et après, je peux pas faire ça parce que moi, avec un financement classique, alors, est-ce que je peux mettre 200 millions d'euros de machines sur le marché? Oui. En 2-3 ans, on peut le faire. Mais par contre, je ne peux pas le faire avec un financement classique parce que ça m'oblige à ouvrir beaucoup d'agences et le temps que les machines et leur taux d'utilisation, il me faut un peu de délai. Donc, moi, ça va pas marcher sur le plan cash et PNL, sur le plan trésorerie et résultats. Ils m'ont dit, et si on trouve une solution pour que ça rentre, est-ce que vous pourriez reconsidérer notre offre? J'ai dit oui. Alors, ils sont revenus avec une offre où il y avait quasiment 2 ans de franchise et de loyer. C'est-à-dire, on avait les machines pendant 2 ans quasiment sans rien payer. Après, elles étaient financées sur 7 ans et il y avait une valeur résiduelle de 25%. Et en plus de ça, on leur facturait 5%, je crois, du montant des machines en cash inconditionnel pour aide au développement. C'est-à-dire, sur 100 millions, 5 millions de cash qu'on rentrait. Et là, quand ils sont revenus vers moi avec ça, j'ai dit oui, là, c'est possible. Ça, c'est bon, là, on peut faire. Et du coup, JLG, le numéro 1 mondial, a suivi ça, cette chose-là. Donc, on a développé à fond les manettes. Du coup, là, on a lâché les élastiques. Le financement de ton hypercroissance, c'est fait par tes fournisseurs? Oui, c'est fait par les fournisseurs. Alors, avec un défaut, c'est qu'à un moment, on s'est trouvé un ratio dette sur fonds propres autour de 7. 7 fois plus de dettes que de capitaux. Que de capitaux propres. Alors, en termes d'EBITDA, c'était pas mal, en année pleine, mais le souci, si vous voulez, c'est que quand, et ça c'est la leçon que j'ai appris après, c'est que tant que tout va bien, mais si vous avez un problème, quand les gens réalisent, que la communauté financière réalise le ratio dette sur fonds propres qu'on pouvait avoir, ben c'est la panique absolue, quoi. Tu étais bien au-delà de toutes les possibilités qu'on peut envisager pour une entreprise saine. On est globalement sur 3 fois la dette sur fonds propres, normalement. Oui, mais en location, quand même... c'est différent. C'est différent, on peut faire plus, on est plus dans un ratio de Cook, quoi. Donc c'est pas forcément déconnant. Mais t'avais bien ouaté les. Mais c'était pas structuré, quoi. Voilà, c'était pas structuré parce qu'on avait 40 organismes financiers différents et à l'époque on aurait pu et on aurait dû faire un crédit syndiqué, vous voyez, faire les choses qui se font maintenant. Mais moi j'avais pas cette connaissance ni cette culture à l'époque. C'est à ce moment-là que t'as décidé de coter en bourse, du coup? Non, on a coté en bourse avant, en 2001. Oui, c'est un peu avant. On a levé des capitaux auprès de capitaux risqueurs. Il y avait l'IRDI, la SPEF à l'époque qui était présent. Et ensuite, on a coté en bourse et on a été sursouscrit 13 fois en bourse. On a été 13 fois sursouscrit. 13 fois sursouscrit. Pour l'explication, encore une fois, tu ouvres 1 million d'actions Monde Nouvelle, par exemple en bourse. Ouais. Tu as levé 13 millions d'euros. 13 fois la somme que tu as proposée. En fait, on avait levé de mémoire, je crois, 20 millions quand on avait fait l'intro en bourse. Mais alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que, en fait, Génie, qui avait proposé, le numéro 2 mondial, qui avait proposé cette opération, a été victime du 11 septembre américain. Il y a eu cet attentat aux États-Unis. Ça a tétanisé l'Amérique à l'époque, ça a gelé tous les investissements, ça a été vraiment la folie. Et les loueurs, non seulement ont arrêté de passer des commandes, mais ont annulé les commandes qu'ils avaient déjà passées par précaution. United Rentals, c'est tout ça. Et ça, c'était 80% du chiffre de Génie. Et eux, comme ils étaient eux-mêmes en forte croissance, ils étaient passés de 200 à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça les a mis en grande difficulté. Au lieu de me dire, Daniel, on va avoir un problème, on va pas pouvoir tenir ce qu'on a dit, quoi, si vous voulez, ils ont livré pour 80 millions d'euros de machines sur 100 chez nous, sans avoir les financements, sans pouvoir payer les 5% qu'ils devaient payer. Et nous, on avait fait le développement et tout ça. Donc, à un moment, il y avait un souci, quoi.
Bon, et il nous disait pas, on a un problème. Il nous disait, oui, ça arrive. Et donc, nous, on était on était un peu tendu en trésor. C'était une formule start-up. On aurait pu régler le problème autrement. Mais bref, ils nous ont créé un crush une tension en trésorerie qui a fait qu'il y a eu un rejet bancaire. Et à l'époque, moi, j'étais en train de lever des capitaux sur le marché du high yield avec BNP Paribas comme conseil. Vous voyez, on était en train d'y arriver pour racheter 4 des principaux concurrents. Hein. Et on était en bourse cotée à valoriser 120 ou 130 millions d'euros et tout ça. Comme on a eu ces rumeurs ces rejets pirates qui sont apparus, si vous voulez, qui ont été publiés parce qu'on n'avait pas que des amis, hein, eh bien, ça fait rumeur de faillite et tout. Le cours de bourse a été divisé par 20 ou en quelques jours. La levée de fonds, on l'oublie. Puis on est passé de statut de star du showbiz à pestiféré total, quoi. Et le résultat des courses, c'était qu'on avait pour 200 millions d'euros de dettes, dont 110 qui n'étaient pas financés, et un EBITDA qui aurait dû être, un chiffre d'affaires, on va dire, qui aurait dû être de 75-80 millions, qui post-crise a atterri à 40. Donc on s'est trouvé on était grosso modo à 40 millions d'euros de dettes, 16 millions ou 17 millions de cash flow, ou 18 à l'époque. De trésorerie générée dans l'année. De trésorerie générée dans l'année, mais il en aurait fallu 25-30 pour faire le truc, et des fonds propres qui étaient passés de plus 40 millions à moins 40, grosso modo, parce qu'on a négocié, hein, bien sûr, avec tout le monde, des abandons de créances, des reports d'échéance et tout ça. On s'est battu, je me suis battu énormément pour sauver cette entreprise, et on atterrit en 2-3 ans avec, on était à peu près à ça, 40 millions de chiffres, 15 millions, mais une dette et des fonds propres négatifs. Alors la dette était restructurée, et c'est là qu'on a cherché des capitaux, et c'est là aussi que je dirais, j'ai pris une leçon de choses avec le directeur financier de JLG, qui à l'époque était le numéro 1 mondial, qui nous ont vachement bien soutenus dans cette période. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes actionnaires, hein, mais à l'époque, c'est des gens qui ont été vraiment très sérieux. Là où Génie, eux, c'est parti en cacahuète parce qu'ils ont dû vendre leur boîte pour éviter le Chapter 11, donc la faillite. Hein. JLG, eux, ont été solides et ils nous ont vraiment bien soutenus dans cette période de crise. Et le directeur financier de JLG, JLG, ça devait faire 2 milliards de chiffre d'affaires, hein, coté à la bourse de New York. Et un jour, je dis, Jim, il s'appelait Jim O'Dourde, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil si vous en aviez un à donner? Et là, il s'est assis, il m'a regardé, il m'a dit, vous voyez, Daniel, alors en anglais évidemment, mais je vais vous la faire en français. Il me dit, Daniel, chaque fois que vous m'avez vu, vous m'avez parlé de cash et de P&L, c'est-à-dire à savoir de trésorerie et de rentabilité. Jamais vous m'avez parlé de balance sheet, donc de bilan. Jamais vous avez parlé de bilan. Et quand vous avez eu votre difficulté, votre bilan était très déséquilibré et donc vous avez eu un problème. Moi, là, il venait, lui, d'acheter pour 300 millions de dollars une boîte de chariots élévateurs. Il me dit, moi, demain, je peux faire un crédit de 300 millions de dollars, j'ai aucun problème. Mais si derrière, je fais un résultat qui n'est pas bon et que j'ai déséquilibré mon bilan, plus personne ne va me prêter d'argent et je vais me trouver en difficulté. Donc, mon conseil, il m'a dit, c'est que vous restauriez, maintenant vous avez restauré le cash et le P&L finalement, hein, puisqu'on avait à nouveau retrouvé une rentabilité et une trésorerie, mais vous avez des fonds propres extrêmement détériorés. Donc mon conseil, c'est de restaurer vos fonds propres, de trouver des capitaux pour restaurer vos fonds propres. Et c'est ce qu'on a cherché, c'est ce qu'on a trouvé après avec la venue de Butler Capital Partners qui est venu au capital et General Electric Capital. Donc on a levé 80 millions d'euros et avec ces 80 millions d'euros, on a racheté l'intégralité de la dette qu'on avait avec des discounts. C'est-à-dire que bien sûr, on a dit aux gens, parce que quand on a rendu des machines qui avaient été en crédit bail, il y avait des machines qui sont rentrées en mars, qu'on a rendues au mois de juin, elles n'avaient jamais été louées et elles étaient à 100% de leur valeur. Les crédits bailleurs, même s'ils étaient garantis par les constructeurs, ils nous ont facturé 100% des loyers jusqu'au bout. Ce qui est logique, c'est la procédure comme ça. Et eux, ils ont repris la machine et ils l'ont revendue. Mais nous, on devait toujours 100% du loyer, quoi. Bon, ce qui était bien sûr pas tenable. Donc, on a proposé, nous, un abandon à ceux qui n'avaient que des dettes comme ça, sans collatéral, quoi, si vous voulez, qui sont pas sécurisées. On leur a dit, écoutez, on vous en paie 10% et vous abandonnez le reste, ce qui était mieux que zéro. Et pour ceux qui avaient du collatéral, pour ceux qui avaient des machines, on a proposé 90% de la valeur. Ils perdaient 10%, on leur payait 90% et c'est bon. Et la plupart des gens ont accepté. Ce qui fait qu'on a retrouvé du jour au lendemain une situation de bilan où on a retrouvé nos 40 millions d'euros de fonds propres positifs et on a pu continuer l'aventure.
et repartir de l'avant. Voilà. Mais ça a été chaud, hein. Voilà, effectivement, parce que alors il y avait des erreurs de notre part. Alors effectivement, la crise est venue du problème américain, mais nous on n'était pas préparés non plus à ça. Il faut reconnaître que avec le recul, on aurait dû entre guillemets faire un crédit structuré, gérer notre dette nous-mêmes, enfin élever plus de fonds propres. Évidemment, mais avec le rétroviseur, c'est toujours facile. Qu'est-ce qui fait que tu es sorti de cette entreprise ? Alors moi, quand Butler est rentré, ils ont pris la majorité de l'entreprise. Comment dire, moi j'avais affaire à quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis Grevet, qui était quelqu'un de sérieux, on va dire, hein, qui était un très bon élément, qui comprenait ce que c'était un entrepreneur, une entreprise et tout, quoi. Et il avait un assistant qui s'appelait Pierre Coste, qui lui était un petit bonhomme, on va dire. Voilà, hein, moi je dirais ça comme ça. Un jaloux aigri qui a rien fait de sa vie. Et lui, son truc, c'était de virer les gens. Il était content quand il pouvait virer les gens, montrer son importance. Mais il a servi à rien, lui. C'est-à-dire, autant quand il y avait Jean-Louis Grevet, il nous a aidé à lever 100 millions auprès de Natixis. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'efficace et qui nous a amené à bien progresser dans l'entreprise en termes de reporting et tout. Autant l'autre, il nous a pas aidé du tout. Et en 2009, il y a eu la crise quand même des subprimes, hein, qui a affecté toute l'économie. Donc nous, on a été affecté aussi, Accès. Donc on a été en crise pendant 5 ans, enfin, avec un EBITDA qui est retombé autour des 19 millions et qui était un peu tendu. Donc, on avait besoin de 19 pour rembourser la dette, on générait 19. Ouais. J'ai dit à un moment, ça, c'est pas possible, ça peut pas durer des années. Sur le fil du rasoir. Alors, on en parlait avec les actionnaires, ils disaient, écoutez, nous, on peut rien faire, on peut pas vous aider, on peut plus mettre d'argent. Donc, on s'est démerdé, on a renégocié tout seul la dette en faisant une conciliation avec, c'était plus facile parce qu'il y avait un crédit syndiqué. Donc moi j'ai renégocié cette dette-là et j'allais dire tout seul avec mes associés et on a obtenu au lieu de rembourser 19, on a remboursé plus que 7. Une partie de la dette est passée in fine, on a retrouvé ça. Alors crédit syndiqué, c'est le fait que tu as un intervenant qui gère toute la dette pour toi. Oui. La dette de 19 qui passe à 7 en in fine, c'est que... Non, 7 c'est des remboursements. La dette est restée la même. On devait 60 millions à l'époque, mais il y avait une échéance très courte. On a obtenu d'avoir une échéance moindre et de le reporter, ce qui a permis par la suite après de le refinancer, parce qu'on est sorti de crise. Bon, ensuite, moi je dirais que j'avais aussi créé une autre entreprise qui s'appelait ATN pour fabriquer des nacelles avec Accès, pour Accès au départ, hein, enfin sur cahier des charges, des nacelles de loueurs. Bon, et puis grosso modo, moi j'étais minoritaire et Jean-Louis Grevet est parti. Les mondes d'interlocuteurs chez Butler, c'est devenu ce Pierre Coste, qui lui était pas du tout au niveau, quoi. Eh bien, lui, il a décidé à un moment qu'il fallait se passer de moi. Bon, un peu en collaboration avec des gens internes à la boîte, hein. J'ai pas du tout vu venir ça, parce que, bon, moi, j'étais vraiment en confiance avec mes gens, mais bon, il y en a qui le voyaient d'un autre œil, donc ils ont dit, tiens, il vaudrait mieux... peut-être que Duclos, il soit en dehors de la boîte, on s'en sortirait mieux sans ça. Mais c'était après que la dette ait été renégociée quand même, hein. Donc ça, c'était pratique. C'est-à-dire, ils se sont trouvés après avec une boîte qui faisait 19 millions d'euros d'EBITDA, il y avait plus que 7 à rembourser, alors qu'avant il y avait 19. Hein. Et il se trouve qu'en plus, derrière, il y a eu la sortie de crise, parce qu'en 2016, grosso modo, l'économie a commencé à aller beaucoup mieux. Et donc, les 19 millions d'EBITDA sont passés à 23, 24. Donc, c'était... Qu'est-ce que ça t'a... Enfin, tu t'es fait sortir de chez toi, finalement. Je me suis fait sortir de chez moi. Ouais, on travaille bien le mental avec ça aussi. C'est à ce moment-là que tu as écrit ton livre ou c'est un autre moment ? Non, le livre j'avais écrit bien avant parce que pour moi la gestion du mental et du stress et tout c'était quelque chose que j'ai commencé à travailler dès les années 90 hein, parce que j'ai trouvé que sinon c'était difficile. Du coup j'ai mis en application tout ça, hein, voilà très bien. Alors je me suis récupéré du coup l'entreprise ATN, mais qui était très dépendante d'Accès, donc j'ai pas réussi à la développer comme je voulais. Tu as fait un autre projet entre-temps qui s'appelle Goupil Industries. Alors non, Goupil Industries... Tu étais juste investisseur, c'est ça ? Alors j'étais investisseur et ça c'était bien avant, c'était dans les années 2000. Quand on a eu la crise de 2001 avec Accès, donc moi je pouvais plus soutenir ce projet de Goupil, donc du coup j'ai cédé, enfin c'était mon frère qui dirigeait Goupil, et mon cousin, j'ai cédé toutes les parts, j'ai dit moi je peux plus vous aider, je vous abandonne ce qu'on a mis, hein, ce qui était déjà sympa parce qu'on avait fait la phase de démarrage, mais l'affaire n'était loin d'être gagnée hein, à l'époque, et derrière ils ont bien réussi et ils ont pu vendre à Polaris. Alors pour préciser, Goupil c'est les petits véhicules qu'on voit électriques dans les mairies, dans les entreprises. Dans la DDE, enfin on voit à Bordeaux ils récupèrent les poubelles, etc. Oui. C'est des véhicules à châssis étroit qui se faufilent dans les villes, ouais, c'est ça. Qui a été racheté par Polaris plus tard. Encore une boîte lot-et-garonnaise. Oui.
Qui est toujours là, hein, Qui est toujours à Bourran, voilà. Ouais. Polaris, le Canadien qui fait les quads et les véhicules pour s'enflammer, pour s'envoyer en l'air, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, puis des utilitaires, ils font pas mal de petites choses. C'est après ATN que tu décides de créer iRent, c'est ça? Alors, oui, iRent, l'idée avait germé du temps d'Accès Industrie, parce qu'en fait, la maturité du marché étant venue importante, hein, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il fallait expliquer à quelqu'un ce que c'était une nacelle. Aujourd'hui, les gens, ils savent ce que c'est une nacelle. Et si je fais un parallèle avec la mini-pelle, vous voyez, la mini-pelle qui a 20 ans de plus, hein, on n'était pas né quand c'est sorti pratiquement, enfin en tout cas toi, t'étais pas né. Moi, j'étais juste né, quoi. Mais au départ, les mini-pelles, c'était pris pour des gadgets, pas des trucs sérieux, des jouets, quoi, vous voyez. Et aujourd'hui, ça s'est tellement développé que si vous dites aujourd'hui à un maçon, écoute, à cet endroit-là, tu peux pas passer une mini-pelle, tu vas creuser à la pelle et à la pioche, il va vous rironner, quoi. Il va vous rironner. On n'a même pas l'idée de creuser sans mini-pelle aujourd'hui. Alors qu'il y a 50 ans de ça, les fondations des maisons se faisaient à la pelle et la pioche. Bon, eh bien, la nacelle, c'est un peu pareil. Maintenant, si les gens sont habitués aux nacelles, et si vous arrivez sur un chantier, vous dites, écoute, là, la nacelle, elle passe pas, donc on va devoir monter un échafaudage ou travailler autrement, quoi, à la corde à nœuds, eh bien, le gars, il va vous rironner, quoi, aussi. Il va dire, attends, moi, ou c'est en tout cas très coûteux, parce qu'un échafaudage, c'est très coûteux. C'est pas coûteux par le matériel, mais c'est coûteux le temps de montage, la vérification et le démontage. Bon. Et puis aussi le fait que il faut monter et descendre à chaque fois, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas directement à portée. Donc, les nacelles, un peu les produits de niche, ont commencé à apparaître pour aller porter des points d'accès là où les autres machines ne passent pas. Mais c'est un peu plus compliqué à manier. Par exemple, si vous imaginez les échoppes bordelaises avec un couloir de 1,50 m de large ou 1,20 m des fois de large, 15 mètres de long, et il y a une cour au bout, et dans cette cour, il faut monter à 30 mètres de haut, ben là, il n'y a aucune nacelle classique qui peut faire ça. La nacelle dite nacelle araignée, pourquoi? Parce qu'elle a des pattes comme des stabilisateurs, c'est pour ça qu'on appelle ça araignée, c'est pas du tout anatomique, parce que les araignées ont 8 pattes, et là il n'y en a que 4. Mais elle permet de se replier, on replie les pattes, elle se replie très compacte, elle peut faire jusqu'à 80 cm de largeur, 2 mètres de haut, vous voyez, et elle passe dans des petites portes et petits endroits, et après on redéplie tout, et ça permet d'accéder très haut. Ce produit-là, il est un peu plus technique, et nous, on avait bien sûr identifié ce besoin assez tôt, mais par contre, on avait quand même du mal dans nos équipes à gérer ça, parce que comme c'est un produit plus technique, il est plus compliqué, les gens étaient habitués à louer ce que les clients connaissent déjà. Donc un ciseau électrique, les nacelles articulées classiques, les clients les connaissent mieux que les vendeurs à la limite, hein, où il n'y a pas de complexité d'utilisation ni d'explication à faire. Alors que là, c'est un peu plus technique. Quand le gars à la machine arrive, il ne sait pas s'en servir, il faut lui expliquer comment mettre les stabilisateurs, comment changer la batterie de la télécommande, des petites choses comme ça. Donc il y a besoin d'être plus spécialisé, vous voyez, techniquement. Il y a plus besoin de conseils, il y a plus besoin d'assistance, on peut dire ça comme ça, que pour les machines classiques. Et c'est pour ça que l'idée de créer une division qui était spécialisée dans ces produits-là, elle est née comme ça. Et moi, quand je suis parti d'Accès, donc j'ai voulu développer iRent pour louer ces produits aux loueurs. Non pas aux clients finaux, mais aux loueurs. Comme le loueur était embêté de partout avec ses produits techniques, et ça reste vrai, hein, les gros loueurs, quand vous avez 300 machines dans une agence qui sont standards, faciles pour vous à gérer, et si vous en mettez 2 qui sont très techniques, eh bien, personne les connaît, quoi. Le vendeur les connaît pas, le technicien les connaît pas et tout, donc du coup, le service au client n'est pas au rendez-vous. Et donc, il est pertinent, moi j'avais vu ça aussi en Angleterre où ça se faisait beaucoup comme ça, des gens qui louent aux loueurs ces machines avec le service, avec le conseil et tout ça. Et donc c'était l'idée un peu de iRent, qui a été on va dire la dernière entreprise un peu de nacelle que j'ai créée, que j'ai vendue aujourd'hui à l'importateur de nacelle araignée, justement, parce que ça faisait sens aussi, parce que l'importateur de nacelle araignée, parce que bon, effectivement, nous, ça a bien marché, iRent, ça a bien fonctionné, on a fait la promotion auprès des loueurs, mais du coup, il y a des petits loueurs aussi qui se sont mis à acheter des nacelles araignées, du coup. Parce qu'ils disaient, tiens, c'est bon. Tu as éduqué le marché. On a éduqué le marché. Donc, ils se sont mis à en acheter, même si c'était pas forcément sur le long terme une bonne idée, parce qu'ils vont retomber sur les problèmes de maintenance et tout ça. Mais enfin, en tout cas, ils avaient l'idée. Et le problème, c'est que ces machines-là, c'est pas nous qui les vendions. C'était l'importateur de plateforme basket. Essentiellement, on travaillait avec les Italiens. Et du coup, nous, la machine était vendue grâce à nous. Et du coup, on pouvait plus louer. Donc, c'était un peu, et on faisait pas non plus le service après-vente et tout ça. L'idée, ça a été de vendre cette entreprise finalement à l'importateur qui lui peut louer au loueur, peut vendre les machines neuves, vendre les machines d'occasion et vendre le service.
Voilà. C'est une entreprise dans laquelle tu as fait travailler un de tes fils. Oui. Ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Alors, un de mes enfants est parti travailler chez ceux qui ont acheté l'entreprise. Donc, il est aujourd'hui directeur administratif et financier du groupe qui a racheté la boîte. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais c'était une volonté de ta part de travailler avec tes enfants ou ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait un peu comme ça. Je travaille pas avec tous mes enfants, mais il y en a un autre qui lui voulait créer sa boîte il est né dans la nacelle et il voulait créer sa boîte de location. Donc j'ai dit ok, je l'ai aidé à la créer, mais c'est sa boîte, c'est lui qui dirige, ça s'appelle Spider Nacelle. Bon, je dirais longue vie à Spider Nacelle. Hein. Donc moi, je suis un peu en conseil extérieur, comme peut-être était Monsieur Allman avec moi, mais je veux pas rentrer dans l'opérationnel parce qu'aujourd'hui, je suis devenu fermier, moi. Alors voilà, tu l'as dit toi-même, c'est le dernier projet nacelle que tu as eu. Après 35 ans d'industrie, tu as décidé de devenir agriculteur. Je te dis fermier, mais Ouais. Tu es agriculteur, apiculteur, éleveur de cochons noirs de Gascogne, c'est ça? Ouais. Absolument, du noir, dire de Bigorre, mais c'est de Gascogne maintenant, parce qu'on n'a pas le droit à l'appellation Bigorre ici. Enfin, c'est du porc noir qui est élevé en plein air, hein, donc dans de très très bonnes conditions. Et en fait, si vous voulez, c'est plutôt, moi je parlerai plutôt de loisirs. J'ai un grand domaine, j'ai une grosse maison avec quelques chambres, et je me suis dit tout ça, il faut que ça vive, que ça soit pas un poids mort, quoi. Voilà. Et juste, je reçois mes petits enfants régulièrement, mais enfin c'est pas toutes les semaines. Donc j'ai lancé un projet un peu d'agritourisme en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai des chambres d'hôtes, j'ai une ferme auberge pour les groupes uniquement, où on peut recevoir les groupes de 10 à 40, 50 personnes en été. En hiver, c'est limité à 40 parce qu'il faut être dedans. Et j'élève des porcs noirs, effectivement, que je fais transformer, où ça fait des produits de grande qualité, du saucisson, chorizo, jambon, pâté ou pièces à rôtir. Et finalement, c'est une démarche que j'ai démarrée un peu comme ça. Au début, c'était pour moi. Hein, j'avais pris quelques cochons, et puis des gens goûtaient, ils ont dit c'est super bon, j'en veux. Et donc, je vends que par bouche à oreille. C'est petit, hein, parce que je transforme 2 cochons par mois, hein, en moyenne, sur l'année. C'est pas beaucoup. Il y a des gens autour, là, ils font 300. Mais par contre, c'est le Club Med des cochons. Hein. Ils ont la piscine, ils ont tout ça. Ils sont transformés à 18 mois. Il faut savoir que 95% du cochon qu'on mange, il est élevé en batterie et à 6 mois, il part à l'abattoir. Et il a 1 mètre carré, il voit jamais le jour. Ce sont des conditions horribles. Là, moi, ils ont 15 hectares pour 100 cochons, alors qu'on a droit à l'appellation plein air jusqu'à 200 cochons par hectare. Hein. Ah oui. Moi, avec 15 hectares, il y a 100 cochons. Donc, ils sont à l'aise. Hein. Ils sont bien. Et donc, ça fait du bon produit. Ils ont je fais aussi beaucoup de récupération de fruits et légumes invendus dans le coin quand je peux en trouver pour le pain des boulangeries et des céréales que j'achète. Voilà, j'ai également des moutons, enfin, et des abeilles. Donc, effectivement, c'est un loisir. Tout ça, c'est un domaine que je fais vivre et que je partage. C'est un beau loisir parce que t'as quand même, on a visité ce matin tes installations, t'as quand même investi, comme dans Jurassic Park, dépensé sans compter, je sais pas, mais t'as quand même fait des sacrés investissements. Il y a des investissements, mais ça s'est fait petit à petit et donc c'est autofinancé aussi, donc du coup ça ne pèse pas. Et surtout, je veux garder le côté qualitatif. Parce que c'est vrai que c'est très tentant de mettre un bâtiment, de mettre les cochons dedans et à 6 mois ils partent. Voyez. Ouais. Mais je veux pas rentrer là-dedans, donc je veux garder mon côté qualitatif, et donc je me fais plaisir avec ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Est-ce que je repars comme en 14, à recréer une autre entreprise, parce qu'il y a toujours du stress, des soucis et tout ça. Et non, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est être à la campagne, élever mes cochons, les vendre sur les marchés. Alors c'est très rigolo, parce que des fois je vais sur les marchés, je vends du saucisson, je rencontre des gens qui m'ont connu dans mes vies antérieures et en costard-cravate. Ils sont étonnés, c'est amusant. Mais voilà, ça me fait plaisir, c'est une activité de retraite, hein, puisque j'ai l'âge de la retraite, qui me permet de voir des gens, qui m'intéressent et qui me plaît. Donc je fais ça à mon rythme. C'est pour ça que la ferme auberge, je ne prends que les groupes sur réservation, c'est privatif, j'aime bien. Finalement, t'as quasiment toujours créé des sociétés. Tu t'as jamais voulu reprendre une entreprise quand t'es passé d'un projet à l'autre. T'as jamais voulu reprendre, t'as toujours créé. J'ai toujours créé, oui. C'est vrai que, chez Accès, quand on a créé Accès Industrie, le produit était nouveau. Le concept était nouveau. En tout cas, la manière de travailler le produit était nouveau. Donc, même s'il y avait des sociétés de location en place déjà, elles étaient pas toujours très bien organisées, quoi, voilà. Et donc, moi, j'ai préféré créer en organique parce que, justement, on partait avec des gens neufs, avec des idées neuves et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait à faire aujourd'hui, il vaudrait mieux faire de la croissance externe, un petit peu. C'est ce que je conseille à mon fils de faire sur l'aspect Spider, quand il y a des entreprises un peu du même métier qui
Là, aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a une maturité différente. Mais à l'époque, c'était moins. Donc, oui, moi, j'avoue que je suis plus un créateur de projets. J'aime bien créer, mettre en place et tout ça. Après, quand ça ronronne, peut-être ça m'intéresse moins. Et ce qui n'est pas forcément une qualité, hein. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ça a été un peu le cas. J'ai eu tendance à courir toujours avec la barre, à vouloir mettre la barre un peu trop haut. Vous voyez, à mettre trop de pression sur la structure. Et des fois, l'élastique, il était tellement tendu qu'il était limite à casser. Et des fois, on est passé assez près de la correctionnelle. C'était ma question d'après, mais comment est-ce que tu évalues ton impact sur les différentes sociétés que tu as eues, finalement? Tu étais un metteur de pression, le bœuf qui faisait avancer la charrue ou... Non, moi je pense que j'ai toujours eu une vision des projets. J'ai essayé d'avoir la bonne vision stratégique déjà et de la mettre en place. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que si j'avais raison stratégiquement, on pouvait y aller à fond, ça pouvait que marcher. Ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue, hein. Mais il faut que la logistique suive. J'ai été un peu plus léger sur la logistique. Au niveau management, après, par contre, j'ai toujours essayé de faire beaucoup de management participatif avec la collaboration des gens. J'ai toujours considéré que le plus important actif dans l'entreprise, c'était les gens, les personnes. Donc j'ai toujours fait des séminaires, des réunions à petits comités, parce que quand vous faites une réunion à 200 personnes, on voit personne en fait. Donc j'ai fait, même chez Accès, il y avait 500 personnes, on faisait des petits groupes, des réunions en petits groupes 15-20, où on faisait du kayak, de la rando, des choses comme ça. Et pour rencontrer les gens, même du terrain, quoi, voilà, parce que sinon on finit, on est dans la haute sphère, on voit qu'une dizaine de personnes et on se déconnecte. Et aussi pour montrer le respect aux gens, qui pour moi était réel. Autant je pouvais des fois peut-être me disputer avec un cadre supérieur, mais avec les gens techniciens et tout ça, moi je pense que tout le monde mérite le respect. Voilà, j'ai essayé ça. Alors bien sûr, en faisant, on fait toujours des erreurs, mais globalement, j'ai toujours privilégié la bonne ambiance dans l'entreprise, l'esprit d'équipe. Je pense que c'est fondamental, hein. L'autoritarisme primaire me paraît un peu dépassé, et sans doute encore plus aujourd'hui, quoi. Quelles ont été tes principales difficultés finalement dans ton parcours? Les difficultés, c'est que des fois il y a des crises économiques, c'est pénible. Elles sont de plus en plus fréquentes. Oui, mais l'autre toujours été. Je crois qu'il y en a toujours eu. Les difficultés, je crois que quelque part c'est ce que j'ai recherché, quoi, finalement, parce que l'entreprise c'est un peu une aventure moderne. Autrefois, on allait attaquer le château du voisin avec les saguets, là, vous voyez, du temps des seigneurs et tout. On allait guerroyer, vous voyez, comme on dit. Là, maintenant, on guerroie économiquement, hein, ce qui est quand même assez sanglant des fois, malgré tout. Mais c'est une espèce d'aventure moderne. C'est une aventure, l'entreprise. Donc, une aventure, qui dit une aventure, dit stress, dit risque. Et moi, j'ai toujours eu un rapport au risque. Quelque part, j'ai été un peu joueur. Je suis pas du tout joueur, genre casino, choses comme ça, mais joueur en disant, allez, on mise, on tente, on y va, on met tous les ingrédients, et puis, Inch'Allah, quoi. Et quand moi j'ai vendu la première boîte, j'ai tout remisé, quoi. J'ai tout remisé. J'ai pas cherché à garder, à sécuriser un patrimoine et tout. Ça a jamais été mon truc, ça. J'ai tout remisé, et même quand on avait fait l'intro en bourse, j'avais pas pris d'argent. Ce qui, avec le recul, pouvait être une erreur, hein. Mais tout l'argent qui a été levé était pour l'entreprise. Pour moi, c'était l'entreprise d'abord. Et d'ailleurs, les entreprises que j'ai créées, pour la plupart, en tout cas, sont toujours là. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent dans les entreprises que j'ai créées et qui sont toujours là. Donc, c'est pas si mal monté quand même, hein. Même la première, qui fabriquait le Toucan, elle est toujours au sein de JLG. Il y a, je sais pas, 150, 180 personnes qui bossent. Il y a des gens que j'ai embauchés qui y sont toujours encore, hein. Bon, ils doivent approcher de la retraite maintenant. Et ça, je suis content de ça. Pareil pour Goupil, dont j'ai eu l'idée initiale, mais même si c'est pas moi qui l'ai finalisé, ou Accès Industrie, qui est aujourd'hui une très très belle entreprise. Donc voilà, moi je suis content de ça, et je suis très content de ce que je fais aujourd'hui aussi, quoi. Hein, voilà. Si t'avais 15 ans de moins, tu ferais quoi là? 15 ans de moins, ça fait quoi? 55 ans, waouh. 20 ans de moins. 20 ans de moins, je referai pareil, mais je le ferai, ça n'a pas de sens, parce que je le ferai d'une façon beaucoup plus posée, en fonction de ce que j'ai appris aujourd'hui. Et c'est pour ça que le seul conseil, moi, que je vais donner à mon fils ou à mes enfants ou à qui n'en veut, c'est en disant, mettez la barre un peu moins haut que ce que j'ai fait moi, quoi. Voilà, moi j'ai mis la barre au max, mais je me la suis pris dans la tronche aussi, quoi, des fois. Voilà. Donc il faut asseoir les bases un peu, quand même, un peu plus que je ne l'ai fait. Est-ce que ce serait ton conseil à quelqu'un qui veut se créer aujourd'hui, qui veut créer une entreprise, devenir entrepreneur? Ce serait ça ton conseil? Oui, de prendre des bases, de prendre des capitaux. Ça, je savais qu'il fallait des capitaux, mais voilà, d'asseoir les bases de façon à pouvoir bâtir sur des fondations solides. Bien sûr, il y a une part de risque quand même toujours importante, mais moi j'ai été souvent dans les phases start-up quand même, hein, où c'était
mais sans les capitaux des startups, quoi. Alors, c'est vrai, quand je voyais des gens qui lèvent des fois 100 millions, qui font 0 de chiffre d'affaires, bon voilà, moi j'aurais eu ça, ça aurait été nickel. Mais à l'époque, on savait même pas, il y avait pas de ces capitaux encore, quoi. Enfin, après, oui, pour accès, on a fait appel aux capitaux, mais pas pour Delta, première entreprise. Donc voilà, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai eu des périodes extrêmement pénibles, de crises très importantes. C'est pour ça que la gestion du mental, c'est important, la pensée positive. Moi, j'ai développé ça par la méditation, l'autosuggestion consciente, la vigilance sur les pensées conscientes. Je pense que ça, c'est extrêmement important. J'en profite, on n'a pas précisé le nom de ton livre. Le livre, c'est Bonheur et réussite par la pensée positive. Voilà. Bonheur, c'est un bien grand mot, mais c'est surtout, voilà, moi j'ai étudié ça toute ma vie en fait. Comment être mieux dans sa peau, comment supporter les problèmes et tout. Et souvent on se dit à un moment, voilà, je vais régler ça, ça et ça, et après ça va aller mieux. Mais en fait non, les problèmes il y en a toujours. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc il faut apprendre à être bien dans les problèmes. Sinon on n'y arrive jamais, parce qu'on a toujours des problèmes au moins potentiels. Vous voyez ? Donc, la règle de la vie, c'est l'impermanence, c'est le mouvement. Il faut apprendre à vivre avec ça. Voilà. Et moi, c'est ça le truc. À pas se laisser prendre par les pensées négatives. Parce que on a tout le temps des influences négatives autour de nous qui disent, ouais, tu vas pas y arriver, oulala, et si on vend pas, et si ce client nous lâche, et si on nous paie pas, et si la banque nous lâche, et s'il y a une crise financière, et là. Bon, on joue finalement à se faire peur, ça fonctionne très bien, c'est créatif dans l'esprit et ça nous casse le moral. Et si en tant que patron, vous baissez les bras et que vous êtes tout raplapla à dire allez voir les gens, oh là là, moi je sais pas comment on va faire, les gens en dessous, ils baissent les bras encore plus. Donc il faut essayer de garder toujours un optimisme, non pas béat, mais un optimisme en disant, bon écoute, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir, on va se battre, ok, là ce mois-ci on n'a pas beaucoup vendu, mais travaillons, et au bout d'un moment ça débouche. Ça c'est la clé, et la persévérance elle est toujours mise à l'épreuve. Vous savez, il y a cette histoire du chercheur d'or là qui était allé chercher de l'or je sais pas où là, puis à un moment il avait creusé, il était au bout de sa vie, il était au bout de ses capitaux, il en pouvait plus, et puis finalement il a vendu sa concession à une bouchée de pain à un type qui débarquait, et le gars il a creusé, 1 mètre plus loin il a trouvé le filon. Mais le gars il s'est arrêté juste avant d'y arriver. Alors c'est pas toujours vrai, des fois on peut ne jamais le trouver. Non, mais ce qui est important c'est la résilience. C'est la résilience et la persévérance. De pas se brûler les ailes. Exactement. Et c'est pour ça le conseil aussi, il faut des capitaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une entreprise sans capitaux, ça peut arriver des fois dans certains domaines de services où il n'y a pas besoin. Mais sinon, il faut en avoir parce que la trésor, personne ne va vous aider. En fait, j'avais fait une formation à HEC où ils nous avaient parlé on avait fait qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, la définition d'une entreprise. Bon, alors là on dit c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est une entreprise ? Alors je sais que j'aime pas du tout la définition académique qu'il y a dans les livres d'école et dans qui dit qu'en fait c'est une entreprise pour but de générer des capitaux et des revenus pour des personnes qui la détiennent. Oui. Enfin, c'est un truc du genre, ce qui a rien à voir. C'est pas faux non plus, mais la définition qu'ils avaient donnée, qu'on avait donnée à l'époque. Un service ou un produit à des gens qui en ont besoin. Ouais. Et oui, il y a une prise de profit, bien entendu. Alors, mais c'est pas le but initial. C'est pas le but unique, absolument. Alors, il y a une fonction sociale et tout, mais là, plutôt ce qu'il disait du point de vue du chef d'entreprise, c'est une entreprise, un machin, dans lequel l'incertitude est absolue et permanente dans tous les domaines. D'accord ? Donc le chef d'entreprise, il sait rien, il sait pas ce qu'il va vendre, il sait pas ce qu'il va faire, il sait demain et tout ça. Et tout le monde lui demande des certitudes. Les banquiers, les clients, les fournisseurs et tout ça. C'est la quadrature du cercle. C'est impossible. Donc si on n'apprend pas à gérer ça avec un certain recul, on devient fou. Et il y a plein de gens qui pètent les plombs, et je le comprends tout à fait. Et il n'y a pas de petite entreprise. Il n'y a pas de petite entreprise. Que vous ayez 2 personnes ou 500 personnes, la problématique est la même. Et c'est des fois bien pire quand vous êtes 2. Parce que des fois, quand vous devez 100 000 euros au banquier, vous êtes emmerdé. Quand vous le devez 100 millions d'euros, c'est lui qui est embêté. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre ça. Vous êtes chef d'entreprise, vous démarrez, tant que rien n'est fait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous démarrez dedans, personne vous aide. Tout le monde veut du pognon, tout le monde veut des certitudes, tout le monde veut des remboursements, et vous n'en avez pas. Donc c'est pour ça que c'est raide comme métier. Il vaut mieux le faire par vocation. Moi, c'était vraiment ma vocation. Et donc j'ai pris beaucoup de stress et de problèmes, mais quelque part, j'ai choisi de faire ça. Tu anticipes parfaitement mes questions. Est-ce que tu as motivé d'une façon ou d'une autre tes enfants à devenir chef d'entreprise ?
Ou est-ce que c'est venu naturellement en te regardant? Mes enfants... Alors, ils le sont pas tous. Ils le sont pas. Il y en a qu'un qui a voulu être chef d'entreprise parce que il se le sentait. Je les ai surtout pas motivés à faire ça parce que si on se le sent pas, il faut pas le faire. J'ai vu trop de gens, moi, qui ont pris la suite de leurs parents et qui se sont cassés la vie, quoi. Non pas cassé la voix. Il faut être fait pour ça. Il faut être fait pour ça. Si on n'a pas envie, il vaut mieux faire autre chose, franchement. Parce que moi, j'ai adoré faire ça, mais j'en ai chié quand même. Voilà. Donc, il faut être prêt à ça, quoi. Le risque, il est total en permanence. Et puis, à tout point de vue. Où il y a un accident, c'est pour votre pomme. La prison, elle est pour vous. Le truc, il est pour vous. On est responsable de tout. Alors, vous écoutez les cas qui vous disent « Oh là là, mais là, il y a des risques tout le temps. » La vie est un risque. Donc, ce rapport au risque, il doit être géré. Après, c'est vrai que des fois, il y a des cadres de grands groupes qui ont géré des filiales et tout ça. Ils se disent, tiens, je vais me créer une entreprise et puis je sais faire. Mais ils savent pas faire, souvent. Parce que le seul truc qu'ils n'ont pas géré, c'est la trésor. Ils n'ont pas géré la trésorerie. Parce que dans les grands groupes, il y a un trésorier qui fait ça, on lève les grands capitaux, les trucs et tout. Mais dans une PME, vous n'avez pas ça. Et la trésor, c'est un stress épouvantable. Donc, quand vous commencez à avoir un crush de trésor, à pas savoir si vous allez payer les salaires, les trucs et tout, les échéances, ça rend fou. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut des capitaux. Moi, je décris une entreprise à certains clients, à certains banquiers avec qui je discute. Je dis c'est un écosystème qui vit, qui évolue. Parfois, il tombe malade. Tu as ton directeur commercial qui claque sa dème un lundi matin. Bah, tu l'avais pas prévu le vendredi soir en partant en week-end. C'est ça. Et c'est ça le sujet, c'est toujours arriver à trouver l'équilibre dans l'écosystème pour pas qu'il tombe trop malade et arriver à le maintenir en vie jusqu'à un objectif final. Voilà. Et en même temps, ceux qui n'évoluent pas meurent aussi. Donc il faut une vision parce qu'effectivement, vous voyez, par exemple, quand Kodak, là, ils ont pas vu venir le numérique, ils ont disparu derrière. Vous voyez. C'est pire que ça. Ils l'ont vu venir oui, et ils ont dit non parce que notre business model, c'est de vendre des films. Oui, c'est ça. Non, mais je sais. Donc ils ont refusé l'innovation. Ils ont refusé parce qu'ils avaient, je crois, même le brevet du truc à un moment. Mais bon. Je veux dire, le concurrent le plus dangereux, vous voyez, le concurrent de l'échafaudage, c'était pas un autre échafaudeur, c'était la nacelle. Bien que l'échafaudage ait encore il a ses applications. Tu la connais, celle d'Henry Ford? Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Oui. Et voilà. C'est ça. Donc l'innovation, c'est compliqué parce que quand vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans le flou et vous n'avez pas de passé à raconter. Donc, personne vous écoute au niveau des banquiers, des trucs et tout, c'est compliqué. Surtout dans le domaine industriel classique où il y a toujours des choses à faire. Donc, forcément, moi, souvent, même quand j'étais dans la boîte américaine, on disait, oui, mais c'est quoi l'historique, quoi? Ben, l'historique, il n'y en a pas. Quand rien n'existe et qu'il faut créer, tu dois y aller, mais tu sais pas. Et c'est pour ça que les circuits financiers, ils aiment bien les acquisitions. Parce que quand vous faites une acquisition d'une boîte qui existe déjà, elle a son track record. Elle a ses bilans, son activité déjà. Donc on dit, tiens, on va faire un chiffre d'affaires, mais c'est pas forcément un bon chiffre d'affaires. Mais on a déjà une activité avec une visu. Donc ça, les gens, ils adorent. Mais créer en organique, les gens, ils disent, oulala, moi je vois quand j'ai fait la ferme auberge ici, à un moment, les gens ils m'ont dit, mais oulala, mais ça marche ça, vous avez fait une étude de marché je dis, ben non. Mais une étude de marché, quand vous faites une étude de marché, bon là, pour la restauration, ça n'a peut-être pas de sens, mais imaginons sur le toucan, le produit que j'avais fait, je fais une étude de marché, mais je demande de quoi au marché? Parce que les gens, ils savaient pas que le produit existait. Donc le client, il pouvait pas me dire, tiens, ça me va. C'est que quand il a eu le produit entre les mains, qu'il a vu l'application, tiens, c'était bien. Donc, regardez, si on avait demandé il y a 40 ans quel type de smartphone vous voulez. Qu'est-ce que vous voudriez comme téléphonie? Personne n'aurait imaginé ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Personne. Enfin, moi, j'ai démarré, j'ai vu les premiers fax thermiques, à papier thermique arriver, quoi. Après, il y a eu les Radiocom 2000, là, les grosses valises, les trucs et tout. Mais imaginez le smartphone qui mondialement passe Internet, les trucs et tout, c'était fou. Ça a fait un progrès colossal et qui génère aussi beaucoup de changements dans la manière d'appréhender les affaires et tout, et qu'il faut absolument intégrer. Parce que si on n'intègre pas ça, avant le commerçant, c'était celui qui savait sourcer un produit, qui le mettait à disposition du client en prenant sa marge. Aujourd'hui, avec Internet, on le trouve directement chez le fournisseur. Donc ça change beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités. Il y en a. Mais ce ne sont pas les mêmes. Quel est ton objectif final avec la ferme? Enfin, aujourd'hui, ton projet principal, c'est la ferme. Oui. Mais quand est-ce que tu te diras, ça y est, j'ai mérité ma retraite et je lève le pied et je pars en vacances? Alors, ça, c'est aujourd'hui, parce que finalement, je fais déjà... je dois me méfier de moi-même un petit peu pour pas mettre la barre trop, parce que si je m'écoute, je voulais rajouter des mobil-homes autour du lac...
des vaches, encore des trucs et tout ça. Donc, il faut y aller mollo. Je dirais aujourd'hui, avec la structure que j'ai, c'est bien. C'est bien. Mon but, c'est de faire vivre ça, d'en profiter. C'est ce que je fais aujourd'hui déjà, vous voyez, et de pouvoir payer le personnel qui fait vivre le domaine sans objectif de très grosse rentabilité, parce que là, j'ai trouvé le moyen de travailler plus pour gagner moins. Mais partir en vacances, je peux le faire aujourd'hui. Mais moi, je vais pas passer ma vie en vacances. Oui, je vais m'emmerder, moi. Au bout d'un moment, si je fais du kitesurf, alors je peux aller à Saint-Domingue une semaine, vous voyez. Mais si j'y passe 2 mois, je vais m'embêter. Moi, j'aime bien voir des gens, donc j'aime bien faire la cuisine. Donc aujourd'hui, voilà, je fais la cuisine. Alors aujourd'hui, je fais, 2 repas par semaine, en moyenne. Donc je les fais, j'y arrive, j'ai des gens qui m'aident quand même aussi. Effectivement, si j'en ai 10 par semaine, je vais prendre un cuisinier. Bon, mais je pourrais le payer aussi. Voilà. Donc le but, c'est que le domaine vive, que ça soit sympa, que ça soit agréable d'y vivre, d'y recevoir des gens, de partager, d'échanger. C'est un loisir pour moi. Et dernière question, si tu pouvais parler au Daniel qui allait créer, alors pas sa boîte de nuit, mais Delta System il y a une 40aine d'années, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, mets la barre moins haut. Ouais. Mets la barre un peu moins haut. Non pas sur tes arrières, parce que ça, c'est un côté sécuritaire et qui ne me plaît pas, mais je dirais, mets la barre un peu moins haut. Moi, je supportais pas de voir une opportunité sans la traiter. Eh bien, il faut savoir le faire. Il faut créer la vache à lait comme il faut, asseoir un peu plus les arrières. Vous voyez. Et bon, après, on refait pas le passé, parce que voilà, j'avais aussi certainement la fougue de la jeunesse, mais c'est plus facile, j'aurais eu moins de difficultés si j'avais fait ça. Merci beaucoup, Daniel. Avec grand plaisir. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.